Voilà, super. C'est rare de croiser un magazine maintenant, ou une affiche, ou un kiosque, sans avoir un titre sur la méditation. En fait, la méditation est partout. En 10 ans, c'est incroyable en fait le cheminement que la méditation a pris, en tout cas en France, dans notre contexte occidental français, dans lequel la méditation est passée d'un truc plus ou moins saugrenu, qui fait planer, qui est exotico, on ne peut pas tellement s'y relier, à quelque chose de validé scientifiquement, dont les scientifiques parlent, avec Mathieu Ricard et avec Christophe André comme porte-parole magnifique voilà, de la méditation laïque et bouddhiste. Donc en fait, en 10 ans, il y avait un retournement complet, en France en tout cas, de l'idée qu'on avait de la méditation. Mais c'est pas pour tout le monde. Je dirais, il y a encore certaines personnes qui me regardent en disant « mais c'est quoi la méditation ? J'avais entendu parler. » Mais de moins en moins quand même. Donc voilà, les idées qu'on peut avoir sur la méditation nous-mêmes sont très différentes. Dans les personnes que j'accompagne dans mes groupes MBSR, il peut y avoir aussi bien des difficultés physiques, psychologiques, des transitions de vie, des moments dans lesquels on souffre et on ne sait pas trop comment faire, des moments d'impuissance, des moments aussi de révélation dans lesquels on a envie d'aller dans l'expansion en fait de cette nouvelle vie ou de ces nouvelles fenêtres qui s'ouvrent pour nous, etc. Mais globalement, ce que j'ai remarqué, c'est que comme on est dans un pays où il n'y a pas de culture de la méditation, c'est comme si on tombait un peu par hasard avec des informations un petit peu pas super claires sur ce qu'est la méditation. Donc, je vais faire une petite mise au point, mais qui ne vaut que pour moi, ce que j'en ai compris moi, en tout cas, sur le contexte en fait de la méditation. Déjà, toutes les idées qu'on a sur la méditation, ça calme, ça déstresse, ça fait du bien, machin, etc. Ça, c'est déjà une vision assez occidentale de considérer la méditation. Parce qu'au départ, en fait, la méditation, c'est plus en fait cette capacité à tourner son attention vers l'intérieur et à ouvrir un espace en fait qui est un espace de contemplation ou d'ouverture à ce qui est caché habituellement. Et donc, quand on parle de méditation, en fait, il faut mettre un S à méditation, parce qu'il n'y a pas une méditation, il y a des méditations, et de multiples méditations. Par exemple, dans la tradition tibétaine avec laquelle j'ai commencé, la méditation consiste à réciter des mantras, qui sont des paroles chargées de la déité en fait auquel elle fait référence. Il y a des visualisations de déités féminines comme Tara, avec lesquelles en fait on essaye de fondre notre esprit pour pouvoir bénéficier de leur qualité d'éveil. Donc il y a des méditations aussi qui permettent de décoller, d'aller très très haut, des méditations qui permettent, comme la pleine conscience, la mindfulness plutôt, d'atterrir dans sa vie. Et justement, par rapport à la pleine conscience, dans la littérature, en fait, on parle de ces programmes de réduction du stress par la pleine conscience. On utilise ce mot pleine conscience. Et en fait, moi, c'est une traduction avec laquelle je suis pas tout à fait d'accord, parce que pleine conscience, vous vous rendez compte, pleine conscience, on est déjà waouh, on est déjà dans le truc, pleine conscience. Avant d'aller dans la pleine conscience, déjà, il faut apprendre à être présent, de savoir poser notre attention. Donc, je dirais que quand on parle de pleine conscience, pour moi, ça fait plutôt référence à des pratiques bouddhistes qui sont magnifiquement déployées comme par un maître zen vietnamien comme Thich Nhat Hanh, par exemple, qui déploie cette pratique dans son centre de retraite au village des Pruniers. Si vous n'êtes jamais allé au village des Pruniers faire une retraite de pleine conscience, en fait, c'est vraiment là qu'il faut aller, ou la maison de l'Inspire en région parisienne. Là, vous allez avoir une vraie pratique bouddhiste de la pleine conscience. Moi, quand je parle de mes programmes et de ces programmes de Jon Kabat-Zinn, validés scientifiquement, etc., je parle plutôt de mindfulness. Mindfulness, ça permet de donner une traçabilité qu'on parle bien, et même en français, c'est pour ça que j'ai appelé mon livre le manuel de mindfulness et pas de pleine conscience, exactement pour les raisons dont je viens de vous parler avant. Mindfulness, c'est des protocoles de 8 semaines, qui sont des protocoles laïques, validés scientifiquement, et qui sont un entraînement à la pleine conscience, ou à la présence attentive, ou à l'attention consciente.
Donc voilà déjà pour la petite mise au point par rapport à la méditation. Donc quand vous dites que vous méditez ou quand quelqu'un vous parle de la méditation, quand vous abordez ce sujet, c'est intéressant de creuser quelle méditation. De quoi tu parles exactement? Tu parles de cette méditation laïque, tu parles d'une méditation spirituelle. Si c'est une méditation spirituelle, dans quelle intention et avec quelle technique entre guillemets? Qu'est-ce que tu fais? Tu visualises, tu respires, voilà. Enfin, il y a plein de, tu récites des mantras, il y a plein de possibilités. Voilà. Déjà, ça c'est pour donner un petit peu plus d'informations pédagogiques, en tout cas sur le contexte de la méditation. Pour moi, c'est important de rappeler ça à chaque fois. Donc là, dans la conférence d'aujourd'hui, je vais utiliser méditation, pleine conscience, mindfulness, un peu comme ça, mais voilà. Mais vous savez, vous avez déjà une idée, un cadre par rapport à ça. Voilà. Donc ensuite, la méditation, en fait, souvent on essaye de comprendre ce que c'est. Nous, en Occident, on aime bien comprendre. Donc, on va lire des livres sur la méditation, on va lire des articles sur la méditation, on va écouter aussi des méditations avec des applis, mais on va pas vraiment, peut-être complètement rentrer dans la pratique elle-même parce que c'est un peu impressionnant, en fait. Il y a quelque chose d'un peu impressionnant. Et c'est normal que ce soit impressionnant parce que commencer à méditer, ça veut dire qu'on va entrer dans un espace intérieur et que cet espace intérieur nous est souvent assez peu familier. C'est pour ça que parfois on a besoin d'un guide ou d'un accompagnement ou d'une voix ou d'une méditation guidée pour nous aider en fait à rentrer en contact avec l'intérieur. Donc ce que je vous propose en fait maintenant, c'est puisque c'est d'abord une pratique avant d'être quelque chose qu'on essaye de comprendre, ce que je vous propose maintenant c'est de vous guider dans une pratique de méditation basé sur la respiration, mais pas seulement sur la respiration. Donc ce que je vais vous proposer en fait, c'est de vous guider dans la méditation, la posture, pour que vous puissiez vous ensuite le faire chez vous si vous avez envie. Donc ce que je vous propose, c'est de vous redresser sur votre fauteuil et tout en étant bien calé le dos au fauteuil, parce qu'ils sont assez petits, juste de décroiser vos jambes, si c'est OK pour vous. Voilà, super. Et de poser les mains sur les genoux. Si vous avez des sacs ou des trucs sur les genoux, mettez-les de côté, comme ça vous êtes plus libre. Voilà, super. Super. Ok, donc la première chose en fait, c'est de fermer les yeux. Dans cette tradition de mindfulness, en fait, on médite les yeux fermés, ce qui n'est pas toujours le cas dans la méditation. Moi, avec les Tibétains, j'ai appris à méditer les yeux ouverts. Mais là, ce que je vous propose, c'est de faire, comme on est dans un cadre plus mindfulness, c'est de faire l'expérience en fait de cette méditation pour que vous puissiez en tirer la quintessence pour vous-même, que vous en ayez vraiment l'expérience. Ok, donc les yeux fermés, les mains posées sur les genoux. Ce que je vous propose pour commencer, c'est de prendre un temps pour vous-même, de vous reconnecter à ce qui est là pour vous. On appelle ça la météo intérieure. Comment je me sens maintenant ? Prenons maintenant conscience de notre corps, des pieds sur le sol, les points d'appui de notre corps sur les fauteuils, arrière des cuisses, fessiers, dos. Le corps est relâché, remarquez s'il n'y a pas des tensions inutiles dans les jambes, dans les bras, dans les mains. Laissez les bras se poser tranquillement. Ressentez juste ce qui est là, tel que c'est, sans ajouter.
ni enlever quoi que ce soit. Ça veut dire que ça peut être agréable, désagréable ou neutre. Ce qui est là est là. Laissez la respiration se faire naturellement. Le corps petit à petit devenir de plus en plus conscient à travers non seulement ces points de contact, mais l'ensemble de notre corps, du haut de la tête jusqu'aux pieds. Soyez présent à votre corps sans pour autant aller trop dans la relaxation. Restez éveillé, curieux, intéressé par ces sensations. Et puis je vous invite à prendre conscience de votre respiration. Tout en la laissant se dérouler naturellement à l'inspire et à l'expire. Ressentir les mouvements qui s'impriment dans notre corps avec la respiration. Léger gonflement à l'inspire, relâchement à l'expire. Maintenant, je vous invite à maintenir votre attention du mieux que vous pouvez, là où vous ressentez le plus votre respiration dans votre corps. Ça peut être la poitrine, l'abdomen, peut-être même les narines. Et je fais une parenthèse pour les personnes pour qui, à cet instant, l'attention à la respiration est un peu gênante ou oppressante. Vous pouvez changer votre point d'attention et porter plutôt votre attention sur la paume des mains en contact avec les cuisses. Et laissez momentanément de côté la respiration en second plan pour rester dans ce contact. Ce qui compte, c'est de porter notre attention sur quelque chose de concret, de physique. En ressentant l'inspiration jusqu'au bout de l'inspiration et l'expiration jusqu'à l'inspiration suivante et ainsi de suite. Lorsque nous disons rester connectés du mieux que nous pouvons à la respiration, ça veut dire qu'inévitablement, à certains moments, notre attention va s'échapper de la respiration. C'est tout à fait normal, ça fait partie de l'entraînement. Quand nous prenons conscience que nous sommes distraits, ramenons simplement notre attention sur la respiration, là où elle est présente pour nous maintenant dans notre corps, avec douceur et gentillesse pour nous-mêmes, sans autre commentaire.
Si vous sentez un peu réduit ou bloqué dans votre respiration, vous pouvez inspirer, expirer une fois ou deux un peu plus profondément. La respiration est toujours présente, à tout instant, en tout lieu. Il n'y a aucune limite pour se relier à notre respiration. Et lorsque nous nous relions à notre respiration, nous nous relions automatiquement au moment présent, puisque nous respirons pour maintenant. Donc c'est une garantie d'être dans l'instant, corps-esprit ensemble. Se laisser respirer. Tout en restant présent à notre souffle. Remarquons où est notre attention maintenant, si elle est ailleurs, dans des commentaires mentaux, dans des planifications, peut-être aussi dans des émotions ou en lien avec des sensations physiques. Ramenons-la juste sur la respiration, autant de fois que nécessaire. Respirer, ressentir, voyager, revenir. Encore quelques instants. Souvent, lorsque nous commençons une méditation, au bout d'un certain temps, quand les choses se sont à peu près calées, il peut y avoir 3 états, on va dire, caractéristiques. La torpeur, l'agitation et l'ennui. Peut-être vous vous rendez compte que vous êtes dans une de ces trois catégories, qui sont tout à fait normales, en fait, qui font vraiment partie du moment de régulation, en fait, de cette méditation. Donc remarquez ce qui est présent, juste comme une information pour vous. Est-ce que vous êtes plutôt en train de vous endormir, de vous relâcher? Est-ce que c'est plutôt l'agitation mentale qui vous attrape ou alors plutôt une forme d'ennui? Qu'est-ce que je fais là? Et lorsque vous avez repéré ça, essayez de revenir encore une fois, juste sur le ressenti de la respiration pour voir ce qui se passe. Et puis je vous invite à nouveau, comme au début, à élargir votre attention à l'ensemble du corps. Prendre conscience de cette globalité,
des contours, de la densité de notre corps, du haut de la tête jusqu'aux pieds. Et de remarquer comment nous nous sentons maintenant. De laisser venir intérieurement peut-être un mot, une image, qui reflète cet état présent. Et à nouveau, ce mot ou cette image peut être agréable, désagréable ou neutre. C'est OK. C'est comme vous êtes maintenant. Et puis doucement, je vous invite à commencer à bouger un peu les mains, bouger les pieds. Inspirez profondément, vous étirez. Laissez votre corps retrouver sa mobilité. Voilà, je vous invite même à vous mettre debout, à vous étirer un peu plus encore. Prendre soin du corps. Trouvez un étirement qui vous va bien maintenant, quelque chose qui vous fait du bien. Voilà, et quand c'est bon pour vous, retrouvez la place qui vous convient maintenant. Peut-être c'est rester debout, peut-être c'est continuer à vous étirer ou être assis comme vous voulez. Donc voilà, première partie de cet échange aujourd'hui, c'est tu peux laisser tes jambes, c'est OK. C'est poser en fait les bases de ce qu'on pourrait appeler la présence et de commencer à expérimenter comment on fait pour être présent. Lorsque je donne la définition de la pleine conscience, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps dans un groupe, j'ai dit voilà, la pleine conscience consiste à s'entraîner, à diriger notre attention délibérément au moment présent sans jugement de valeur. C'est la définition que donne Jon Kabat-Zinn de la pleine conscience. Donc c'est une définition assez carrée, scientifique. Et les gens disent mais je comprends pas ce que ça veut dire, c'est pas concret pour moi. Diriger notre attention délibérément, machin. Ok, je dis ok, donc on va dire que la pleine conscience, c'est s'entraîner à être présent là où on est maintenant, avec une qualité de bienveillance pour soi-même. C'est un tout petit peu plus concret. Mais en fait, tant qu'on n'a pas essayé, même une fois, on ne peut pas vraiment savoir ce que c'est. Et voilà, à partir de là, l'idée c'est de faire grandir cette expérience, si on en a envie, pour arriver à quoi ? Dans mon expérience, moi ce que j'adore en fait dans ma vie, c'est que c'est jamais pareil. Moi si je devais vivre 2 jours identiques, franchement je serais mortellement ennuyée. Moi ce que j'aime, c'est que chaque moment peut être différent, que chaque jour est différent. Et il y a une petite phrase qui m'est venue, qui est la suivante, qui est, en fait, ce serait, dans la vie, en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est ne s'attendre à rien et être prêt à tout. Donc comment on fait ça ? Pour s'attendre à rien et être prêt à tout. D'abord, pourquoi ? C'est les choses les plus incroyables qui me sont arrivées dans ma vie étaient totalement inattendues. Si j'avais dû prévoir, en fait, les énormes surprises que j'ai eues, j'en aurais été incapable. Pourquoi ? Parce que quand je me projette dans le futur, je me projette avec mon expérience et mon état d'esprit du passé. Donc je prends ma petite lorgnette du passé, hop, je la mets devant moi et j'essaie de regarder le futur. Mais forcément, quand je regarde mon futur comme ça, c'est pas très inspirant, ce n'est qu'une répétition de ce que j'ai déjà vécu avant. Lorsque je me dis, ok, si j'enlève ça, qu'est-ce qui se passe ? Je me rends compte que le futur, en fait, c'est une énorme possibilité. Tout peut arriver. Donc, pour éviter d'être dans l'angoisse de la page blanche ou la peur de l'inconnu qu'on connaît tous bien quand on est face à des changements, je me dis, le moment où je peux être ni dans le passé, ni dans le futur, c'est l'instant présent. C'est d'être là maintenant. Quand je suis dans l'instant présent, je ne ramène pas ce que je connaissais d'avant, mais je n'anticipe pas non plus
sur un futur qui ne serait qu'une répétition d'un passé déjà connu. Donc, je m'installe dans le présent en me disant, ok, je m'attends à rien. Je suis juste là maintenant avec ce qui est là. Quand je suis dans cet instant présent, quand je suis juste alignée avec ce qui est là, c'est comme si en fait je me connectais à mes besoins plus profonds et à partir de ces besoins profonds, j'entre en cohérence, en alignement avec ce que je suis à cet instant. En étant alignée avec ce que je suis à cet instant, j'envoie un message invisible autour de moi et la vie me renvoie en résonance ce avec quoi je me suis alignée. Si je m'aligne avec mes peurs, on l'a tous fait, aïe aïe aïe, on va se prendre en retour le fruit de nos projections. En gros, quand on s'attend au pire, c'est pas génial. Mais quand on s'attend à rien, c'est-à-dire quand on va pas projeter quoi que ce soit en fait sur le futur, ce qui peut revenir, c'est des choses complètement inattendues. Mais ça demande en fait d'avoir la capacité de les recevoir, donc de s'être entraîné suffisamment, d'avoir suffisamment musclé notre présence et notre attention pour être capable d'accueillir en fait les surprises de la vie. En fait, on se dirait, mais si les surprises arrivent, on les accueille, etc. Non, parce qu'en fait, quand on est braqué sur un objectif, si je me dis, ok, je veux ça dans ma vie, sans s'en rendre compte, en fait, on va tout le temps être en train d'évaluer là où je suis aujourd'hui, ce que je voudrais obtenir. Et on fait ça dans un mode automatique, pas très sympathique pour nous-mêmes, souvent avec du jugement, parce que si j'ai pas encore obtenu ce que je voulais, c'est que je suis pas encore tout à fait ok. Je serai vraiment la personne parfaite pour moi-même quand j'aurais gravi l'Himalaya. Tant que je suis pas allée à ce sommet de l'Himalaya, je me rends compte que je suis pas encore tout à fait la personne que je voudrais être. Et puis après des années, j'arrive, je m'entraîne et tout, j'ai l'équipement, machin, nanana. Et enfin arrive le moment où je suis au sommet de l'Himalaya. C'est magnifique. Je plante mon drapeau, je regarde. Et 5 minutes après, je me dis, et après? C'est quoi il est où le prochain sommet? Pourquoi? Parce que je me suis tellement habituée à aller chercher autre chose que ce qui est là, que même quand j'ai le meilleur pour moi-même maintenant, je suis pas capable de le reconnaître. J'attends le prochain sommet. J'attends la prochaine perfection. J'attends le prochain truc qui va me faire vibrer. Parce qu'en fait, ce qui est là maintenant ne suffit pas. On s'en rend pas compte. On fonctionne comme ça depuis presque notre naissance. Parce qu'on nous demande souvent toujours des choses qui sont pas encore là, qu'on valide, qu'on évalue comme étant, on met une note, ok, c'est bien, t'as évalué ça et ça. T'as accompli ça et ça. Dans la perspective de la méditation et du moment présent, c'est est-ce que je peux juste accueillir ce qui est là, maintenant tel que c'est, et considérer que c'est une perfection transitoire. C'est la perfection du maintenant. Il y a un proverbe zen qui dit « Tout est parfait tel que c'est maintenant ». Et il y a de la place pour l'amélioration. C'est « et ». C'est-à-dire qu'à cet instant même, si je peux être vraiment reliée avec ce que je suis, accueillir ce que je suis, accueillir mes émotions, être OK avec ce que je suis maintenant, je suis dans une forme de perfection, une forme d'alignement. C'est pas une perfection par rapport à quelque chose d'autre, à une image de moi-même, c'est une perfection dans le ressenti. Voilà, c'est comme un flow, c'est la perfection du moment qui se déploie moment après moment. Plutôt que d'être un perfectionnisme figé, tendu, qui nous amène à contrôler la réalité pour qu'elle soit comme on voudrait. Et en fait, on sait très bien que c'est pas possible. Il y a un autre dicton tibétain qui dit quand le monde est couvert d'épines, il y a 2 choix, couvrir le monde de cuir ou se mettre des chaussures. Dans le contrôle, en fait, on essaie de faire en sorte que la réalité ressemble à ce qu'on voudrait qu'elle soit. Dans la méditation, dans la maîtrise de l'instant, c'est nous-mêmes, en fait, qui nous mettons des chaussures pour pouvoir être tout terrain. Et pour moi, la méditation, ça sert à ça.
L'idée, c'est pas juste de méditer pour méditer, et c'est pas juste, je dirais, d'être présent, développer des qualités, altruisme, machin, etc. C'est que ça nous aide dans notre vie quotidienne. Pour moi, ce qui est important, c'est d'être tout terrain, d'avoir la fluidité, en fait, d'épouser la variabilité de notre vie. Notre vie, elle bouge tout le temps. Ben, si on peut bouger avec, ben, on est vivant. Voilà, donc s'attendre à rien et être prêt à tout. Et ce que je vous propose, en fait, là aussi, c'est de prendre quelques instants avec vous-même et de vous rappeler des moments où vous avez vécu dans votre vie des moments magnifiquement inattendus. Des moments qui ont changé votre vie et que vous n'auriez absolument pas pu prévoir. Donc prenez juste quelques instants, essayez de trouver 2-3 moments comme ça qui sont des cadeaux inattendus dans votre vie. Quand je parlais d'Himalaya, je parlais en fait d'un objectif figé. On a parfois des objectifs, je dirais, qui nous mettent des œillères, en fait, et qui nous empêchent de voir toutes les belles choses qui peuvent être à côté, et peut-être que c'est dans ma vie, c'est pas l'Himalaya qui va me rendre le plus heureux, peut-être que c'est juste de passer la porte à côté, de rencontrer quelqu'un que j'ai jamais rencontré, alors que ça fait 10 ans que j'habite ici, et que c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Tu vois, c'est des choses comme ça, en fait. C'est juste pas être figé sur un objectif absolument. En tout cas, ça, c'est mon expérience, en fait. Voilà. Je dis ça parce que moi, je vois dans mes groupes des personnes qui ont des burn-out ou qui souffrent, en fait, d'être coincées dans des habitudes répétitives et pour qui, en fait, l'objectif devient une finalité et pas un moyen. Et ça arrive aussi beaucoup, en fait. C'est pour ça qu'on dit sortir du cadre, lâcher prise, machin, de ce truc-là, parce qu'au bout d'un moment, il y a une sensation d'enfermement. Donc moi, j'aime bien faire la différence entre un objectif et une intention. L'intention, c'est d'aller vers quelque chose. L'objectif, c'est d'être fixé sur le résultat et pas en démordre. Tu vois, c'est plus ça. Quand je parle d'Himalaya, c'est plus ça. Alors, parce on peut avoir, en fait, dans notre inconscient, des rêves de choses à atteindre qui ne nous appartiennent pas, qui sont comme des images, et on va absolument conquérir quelque chose à l'extérieur, mais sans se rendre compte, en fait, sans vraiment vérifier si c'est vraiment un besoin intérieur, si c'est vraiment quelque chose pour nous, ou un truc qu'on fait pour la lignée qui nous a précédés, ou pour faire plaisir à ceci, cela, etc. Voilà, c'est juste pour faire un point en lien avec, finalement, tu disais, qu'est-ce qui nous fait bouger? Voilà, qu'est-ce qui nous fait bouger et qu'est-ce qui nous fait prendre telle direction plutôt qu'une autre? Voilà, c'était juste pour faire un petit point par rapport à ça. Ok, donc ça va, c'est à peu près, on a posé le décor, donc il y a le moment présent, il y a de s'ouvrir à l'inattendu, et en gros, il y a une dernière chose, en fait, que j'ai envie de partager avec vous, c'est que si vraiment on est dans le moment présent, installé dans le moment présent, dans cet axe, dans cette verticalité, et qu'on peut commencer à ouvrir en fait d'autres capacités que le faire, donc commencer à apprendre à se connaître, à aller plus dans l'inconnu, d'avoir moins de peur, parce qu'il y a aussi tout un sujet en fait qui nous empêche de nous ouvrir à accueillir des choses dans notre vie, c'est les résistances dont on a parlé, c'est les peurs. Et ces peurs-là, en fait, souvent, elles deviennent nos meilleures amies, entre guillemets. C'est-à-dire, la peur, elle est très très bonne conseillère pour nous coincer dans le petit, dans la petite histoire de nous-mêmes. Donc, en même temps, on dirait, bah oui, mais la peur, c'est important, c'est quand même, ça nous protège, parce que si on n'avait pas peur, on se mettrait la main au feu, on sauterait dans le vide. S'il n'y a pas les peurs, c'est le chaos. En même temps, c'est une drôle d'idée parce que ça veut dire qu'en tant qu'être humain, on est censé être quand même des technologies assez perfectionnées en tant qu'être humain. Normalement, en fait, on est quand même super bien équipés. On a plein d'étages qu'on n'utilise pas parce qu'il y a soi-disant, pas soi-disant, mais X%, je ne me rappelle plus exactement, mais ça change à chaque fois de nos capacités qu'on n'utilise pas. Mais n'empêche que souvent, en fait, on vit un petit peu dans le petit de nos peurs.
Et donc ça veut dire que si sans les peurs, eh bien, on ne peut pas vivre, c'est que l'être humain finalement est bloqué dans des comportements dans lesquels il va vers le pire. Du point de vue de ma culture bouddhiste, c'est l'inverse. Parce que le Bouddha dit, l'homme, en fait, est amour inconditionnel. Pure lumière, pure présence. Et des fois, en fait, face à nos peurs, on perd de vue la possibilité, en fait, de ce meilleur pour nous-mêmes. On se vit dans un habitacle étroit, alors qu'on a des capacités infinies. Et pour moi, la méditation, ce point présent, c'est comme un recyclage, comme un mode de reset qu'on peut faire un peu tous les jours pour se remettre, se rafraîchir en fait de la possibilité d'accueillir le meilleur pour nous-mêmes. Donc, on a le moment présent, on a la possibilité en fait de dépasser nos peurs, nos résistances pour s'ouvrir à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? C'est la vie. Et pour moi, ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, donc être présent, ouvert et accueillir la vie. La vie est grande. Moi, c'est une phrase qui m'est venue, que je me répète souvent. Quand je ne sais pas ce qui va se passer, je me dis la vie est grande. La vie est grande, ça veut dire que je pars du principe que la vie me réserve toujours les meilleures surprises pour moi-même. Que la vie va m'amener quelque chose d'inattendu, mais de tellement parfait pour moi, au sens où parfait, je vous disais tout à l'heure, la définition de la perfection, je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire ajusté à ce que je suis dans l'instant. En fait, voilà, pour moi, avec ces trois-là, avec la présence, avec la capacité à m'ouvrir à l'inconnu, avec moins de peur, et aussi de développer mon intuition, parce qu'en fait, c'est difficile de naviguer dans l'invisible sans aucune boussole. Et en fait, pour moi, la boussole de navigation de l'invisible, c'est l'intuition. Développer l'intuition. Comment on fait pour développer notre intuition? Moi, je me suis amusée à faire des trucs super simples. Par exemple, je sors du métro et je prends une sortie au hasard, enfin au hasard entre guillemets. Je me dis, ok, c'est quoi la sortie qui me rapproche le plus de ma destination? Et ça marche pas toujours. Mais j'essaye. Je continue à essayer. Et c'est plein de petits trucs comme ça. Je me mets dans la journée, j'observe à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui va pouvoir ouvrir mon intuition? Qu'est-ce qui va pouvoir me permettre d'entraîner mon intuition? Des fois, on a, comme on dit, la première impression est la bonne. Souvent, on a une première bonne impression, mais qui peut faire un petit peu peur parce que c'est pas l'habitude qu'on a. Par exemple, voilà, j'avais l'impression que, voilà, il y a une personne, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, j'étais sur la plage, voilà, parce que j'habite entre Toulon et Paris, sur la plage, et puis je vois une femme à côté de moi sur sa serviette, comme ça, puis nos regards se croisent, et il y a un truc. On retourne chacune dans notre bouquin, parce qu'on ne va pas parler des inconnus, machin, ça. Et en même temps, au moment où j'ai plié ma serviette, je suis allée la voir, je lui ai dit, il s'est passé un truc quand même. Elle me dit, bah oui. Je dis, bah, on en parle. Ok, on est allé prendre un café. On ne se connaissait pas. Il s'est passé quelque chose entre nous. On avait un truc à échanger. Quand on s'est quitté 2 heures après, on s'est fait un hug comme si on se connaissait depuis toujours. Et chacune a repris son chemin. C'est ça en fait, c'est d'être capable d'entendre et d'aller vers ce qui nous paraît bizarre, ce qui peut nous paraître inhabituel. Voilà, mais moi, ma vie, c'est tout le temps comme ça maintenant. Je fais plein de petits trucs comme ça. Donc la vie, en fait, s'ouvrir à la vie, ça ne veut pas dire que ça va être toujours rose, ou toujours sympa, ou toujours confortable. Donc, d'être prêt à accueillir, en fait, quelque chose de différent, et parce qu'il compte, c'est d'y être ouvert. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci.